Le raid était brillant. Les drones ont travaillé en tandem avec les unités au sol, lors d'une attaque sans précédent dans la guerre en Ukraine jusqu'à présent. À la fin, les positions de la Russie sur une île clé de la mer Noire étaient en ruine. Et l'Ukraine avait planté un drapeau pour signifier sa victoire. Sur un morceau de terre que la Russie avait occupé pendant presque toute la guerre, les forces spéciales ukrainiennes viennent de réaliser quelque chose d'incroyable en mer Noire. L'unité Artin a anéanti une base radar russe lors d'un assaut amphibie qui a profondément ébranlé les forces de Vladimir Poutine. Ce qui s'est exactement passé a été révélé le 5 août. C'est alors qu'une mise à jour majeure est arrivée de la région de Kherson, en Ukraine. Cette région, qui abrite la première ville ukrainienne tombée aux mains des forces d'invasion de Poutine, est un champ de bataille depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. Ils ont repris la ville de Kherson lors d'une brillante contre-offensive. Mais la bataille fait toujours rage, car Poutine continue de pousser pour s'emparer de tout l'oblast. La mise à jour du 5 août pourrait venir de la région de Kherson, cependant, elle ne provient pas de Kherson même. En réalité, ce que l'Ukraine vient d'accomplir s'est produit sur une petite île au large de la côte de Kherson, que la Russie utilise pour contrer les efforts de l'Ukraine en mer Noire. Le lieu de l'assaut était la flèche de Dendrivska, qui est une petite parcelle de terre à l'est de Kherson. Elle est suffisamment proche du territoire occupé par la Russie pour que les forces de Poutine aient pu la contrôler pendant une grande partie de la guerre. L'Ukraine a ciblé un centre radar sur l'île, permettant à la Russie de tout surveiller. Des drones maritimes de l'Ukraine à ses assauts aériens. Le radar est l'outil le plus important pour une détection efficace de l'ennemi et la défense aérienne. L'Ukraine le sait très bien. C'est pourquoi la flèche de Tendrivska était une cible évidente. La question était simple. Comment l'Ukraine pouvait-elle lancer un assaut sur cette île sans être repérée par les systèmes radars, même qu'elle voulait détruire? La réponse à cette question est venue de l'une des forces spéciales les plus élites d'Ukraine, l'unité Artan, faisant partie de l'équipe des forces spéciales ukrainiennes, ou direction principale du renseignement. L'unité Artin a été formée le 1er juin 2022 et est une petite équipe composée de 500 à 1500 soldats d'élite, selon Military Land. L'unité attire les meilleurs des meilleurs de l'armée ukrainienne dans son orbite. Tous ces recrues sont des volontaires qui savent qu'ils s'engagent à participer à certaines des opérations les plus dangereuses planifiées par la direction principale du renseignement. Military Land affirme que beaucoup de volontaires sont des sportifs ou des personnes ayant une condition physique similaire, et leur objectif est simple. Semer le chaos contre la Russie en mer Noire. Et c'est précisément ce que l'unité Artan accomplit. Elle met en pratique sa devise. Nous savons, nous trouvons, nous détruisons. En menant des raids contre certaines des fortifications et équipements les plus précieux de la Russie en mer Noire. Bien qu'elle ait opéré pendant plus d'1 an, la première fois que l'on a entendu parler de l'unité Artan, c'est lorsqu'elle a mené une opération audacieuse pour reprendre les plateformes de forage pétrolier Petro-Kodovanets et Ukraine, en septembre 2023. Cette opération s'est ensuite transformée en une mission plus large, visant à reprendre plusieurs autres plateformes. L'unité Artan a réussi. En mars 2024, le direction principale du renseignement était suffisamment confiant dans ses résultats pour révéler que les plateformes étaient de nouveau sous le contrôle de l'Ukraine, et l'unité Artan était loin d'avoir terminé. En novembre 2023, quelques mois seulement, après avoir repris les plateformes de forage, l'unité Artan a laissé entendre qu'elle lancerait bientôt une attaque contre le pont de Kerch. Ce pont, qui relie la Russie continentale à la Crimée, est une cible évidente en raison de son importance logistique. En novembre 2023, le Kiev Post a rapporté que le direction principal du renseignement avait publié une vidéo apparemment filmée par quelqu'un, se tenant juste à côté du pont, avec un titre et une description YouTube indiquant « Vent d'automne criméen » et des travaux de construction complètement inutiles à poursuivre. Depuis, de multiples attaques ont été lancées contre le pont de Kerch, la plus récente ayant vu l'Ukraine endommager le pont avec une puissante frappe sous-marine le 3 juin. L'unité Artan a-t-elle participé à la planification de la frappe? Le direction principal du renseignement ne révélera pas la réponse. Mais étant donné qu'il s'agit de l'unité qui a repris des plateformes de forage ukrainiennes clés et aidé l'Ukraine à sécuriser l'île aux serpents, il y a de fortes chances que l'unité Artan ait joué un rôle. L'unité Artan a prouvé à maintes reprises qu'elle est une force que tous les soldats russes devraient craindre. Le 5 août, elle a réalisé ce qui est peut-être sa plus grande opération à ce jour sur la flèche de Tendrivska.
Euromédan Press fournit les détails. L'opération a commencé avec des soldats de l'unité Artan naviguant vers la flèche sur des bateaux pneumatiques. Ce n'étaient pas des canots ordinaires. Chaque bateau était équipé de radars permettant de détecter les menaces approchantes. Ils étaient également équipés de systèmes de guerre électroniques que l'unité Artan aurait pu utiliser pour brouiller les radars russes à l'approche de la flèche de Tendrivska. Et si jamais tout tournait mal? Avant que les soldats ne débarquent, les bateaux transportaient également de grosses mitrailleuses que l'unité pouvait utiliser pour fournir un tir de couverture lors d'une retraite précipitée. Finalement, ces mitrailleuses ne seraient pas nécessaires. Les forces russes, sur la flèche de Tendrivska, n'ont pas vu arriver l'unité Artan, ce qui lui a permis de faire accoster ses bateaux pneumatiques sur la rive. Les soldats ont débarqué et ont entamé leur progression vers l'intérieur des terres. Ils sont tombés sur plusieurs fortifications côtières et bunkers russes, tous abandonnés. Les forces de Poutine semblent être devenues complaisantes. Ces fortifications auraient pu servir de première ligne de défense contre l'unité Artan. Au lieu de cela, elles étaient vides et inutiles, ce qui signifie que la Russie a essentiellement laissé la porte grande ouverte à une attaque ukrainienne. L'unité Artan était plus qu'heureuse de franchir cette porte. L'unité a passé un certain temps à se mettre en position avant de s'arrêter. Attendre était la prochaine tâche. Ce qui devait suivre devait être fait à la faveur de la nuit pour garantir le succès de l'embuscade à venir. L'unité était de nouveau prête. Alors que l'obscurité de la nuit enveloppait le ciel, chaque membre de l'équipe d'assaut côtier alluma ses lunettes de vision nocturne. Puis ils commencèrent à avancer. Bientôt, les cibles furent en vue. L'unité Artan est venue sur la flèche de Tendrivska parce qu'elle devait neutraliser deux équipements russes essentiels. Un système radar Rosa qui permettait à la Russie de surveiller toute l'activité de l'Ukraine autour de la côte de Kherson et dans la région élargie de la mer Noire. Et le système de guerre électronique Zont qui protégeait le radar contre les attaques aériennes ukrainiennes. Le système Zont est tombé en panne en premier, laissant le radar Rosa exposé. Pendant ce temps, les opérateurs de drones de l'unité Artan faisaient voler des drones à vue subjective, ou vue à la première personne autour de la flèche de Tendrivska, et les images qu'ils capturaient en fournissaient des renseignements en temps réel aux soldats au sol. Si la Russie tentait de lancer une contre-attaque, l'unité Artan en serait informée. Grâce à ces drones, l'unité a réussi à nettoyer les quelques positions russes sur la petite île avant d'éliminer finalement sa cible principale. Le système radar Rosa est parti en flammes. À sa place, l'unité Artan a laissé un drapeau ukrainien et un message à l'intention de tout soldat russe qui pourrait tomber sur l'épave de ce qui était autrefois l'un des équipements les plus vitaux de leur pays en mer Noire. Gloire à l'Ukraine. Déjà tout cela aurait été impressionnant en soi. Mais au fil des jours, après la frappe réussie de l'unité Artan, d'autres détails ont commencé à émerger. Ces détails ont révélé que l'attaque contre la flèche de Tendrivska n'était pas une frappe isolée. L'unité Artan et la direction principale du renseignement l'avaient planifié depuis des semaines, voire des mois. Et une série d'assauts, avant le débarquement sur l'île, avait ouvert la voie à la réalisation de tout cela. Avant que les bateaux pneumatiques ukrainiens n'approchent du rivage de la flèche de Tendrivska, l'Ukraine avait déjà ciblé les positions radars autour de l'île. On pourrait presque considérer ces positions comme des amplificateurs pour le système radar principal que l'unité Artan voulait neutraliser. Chacune offrait à la Russie une vue légèrement plus large sur ce que l'Ukraine préparait en mer Noire. En les neutralisant un par un, l'Ukraine a pu lentement fermer les yeux de la Russie sur ce qu'elle prévoyait de faire. C'est la raison pour laquelle personne n'est venu à la rencontre des troupes de l'unité Artan, lorsqu'elles se sont déployées sur la flèche de Tendrivska. Et neutraliser ces emplacements a été bien plus facile que ce que Poutine aurait souhaité. Le principal problème de tous ces emplacements était leur localisation. Chacun était placé sur une étroite bande de terre qui n'était reliée au continent ukrainien que par une mince connexion, ou, dans de nombreux cas, était une petite île isolée. Ce manque de connexion signifiait que les troupes russes devaient utiliser des bateaux pour rejoindre ces avant-postes afin de ravitailler la station de fusibles qui s'y trouvait. Ce genre de retard jouait parfaitement en faveur de l'unité Artan. Euromédan Press indique que, dans les semaines précédant l'assaut sur la flèche de Tendrivska, l'unité Artan a utilisé des drones vus à la première personne pour frapper les bâtiments de ses avant-postes, que les soldats russes utilisaient comme casernes. Chaque avant-poste détruit se trouvait le long de la route, que l'unité Artan prévoyait d'emprunter pour atteindre la flèche. Cela signifie qu'elle ouvrait un corridor qui lui permettrait de passer en toute sécurité jusqu'à sa destination finale.
L'Ukraine a utilisé des drones pour attaquer les navires de ravitaillement se dirigeant vers les avant-postes russes, empêchant la relève des troupes. Et la situation sur chacun d'eux empirait de jour en jour. On pourrait penser que la Russie verrait le schéma qui se dessinait. Bien sûr, une frappe unique contre un avant-poste pourrait être considérée comme une attaque isolée, mais plusieurs frappes successives, tout au long d'un itinéraire défini. Cela aurait dû alerter. Cette supposition serait fausse. La Russie ne s'est doutée de rien, en partie parce qu'elle comprenait que chacun de ses avant-postes était vulnérable au type d'attaque que l'unité Artan menait. Leurs pertes s'étaient jugées acceptables, selon Euromaidan Press. Après tout, il restait d'autres avant-postes, l'Ukraine ne les avait pas tous détruits. Ce que la Russie n'avait pas compris, c'est que les avant-postes laissés intacts par l'Ukraine étaient justement ceux qui ne pourraient pas alerter les troupes russes à propos des bateaux pneumatiques se dirigeant vers la flèche de Tandrivska. Ce qui ressort clairement de tout cela, c'est la différence fondamentale entre l'approche de Poutine dans la guerre qu'il a déclenchée et celle de l'Ukraine. Poutine ne mise que sur la force brute. La Russie ne parvient à prendre du territoire ukrainien que parce que Poutine a mis en place un broyeur humain, qui fonctionne selon une stratégie simple. Épuiser l'Ukraine par la force du nombre, et la Russie finira par l'emporter. C'est peut-être ce qui arrivera à terme, mais c'est aussi la raison pour laquelle la Russie a subi autant de pertes à cause de cette guerre. Comme le souligne le ministère des Finances ukrainien, la Russie a subi plus de 106 millions de pertes depuis que Poutine a lancé son invasion. La Russie a perdu plus de 11 000 chars, plus de 23 000 véhicules blindés de combat et des dizaines de milliers de systèmes d'artillerie. Tout cela parce que la seule véritable stratégie de Poutine est de compter sur la supériorité numérique de la Russie pour accomplir la tâche. Cette incompétence tactique s'étend à la défense par la Russie des territoires qu'elle occupe, et la flèche de Tandrivska en est l'exemple parfait. Les soldats russes deviennent soit complaisants, soit ils sont envoyés en première ligne, et ceux qui restent à l'arrière sont souvent tellement épuisés qu'ils ne peuvent pas organiser une défense adéquate. Des brèches se créent, et l'Ukraine reste attentive. Avec une planification adéquate, elle parvient à remporter d'énormes victoires, tout en perdant beaucoup moins de soldats. Ou, dans le cas de la flèche de Tandrivska, aucun soldat du tout. En revanche, le travail de l'unité Artan nous montre que la planification est au cœur de tout ce que fait l'Ukraine pour contrer la Russie. La prise de la flèche de Tandrivska a nécessité des semaines de travail et impliqué la destruction de postes avancés que la Russie ne semblait même pas réaliser comme étant aussi importants qu'ils l'étaient. La brillante stratégie que l'Ukraine a élaborée a non seulement coûté à la Russie des millions de dollars en équipement, mais aussi un nombre non négligeable de ses soldats. Mais cela a aussi laissé la Russie aveugle dans une zone clé de la mer Noire. Et cela nous amène à ce que cette frappe signifie pour l'avenir de la guerre en Ukraine. Tout d'abord, le raid audacieux et amphibie de l'Ukraine signifie que davantage d'opérations sont possibles en mer Noire qu'auparavant. L'Ukraine sait désormais qu'elle peut frapper les avant-postes radars de la Russie sans réponse adéquate de la part des troupes de Poutine. Cela implique cependant qu'elle ouvrira prochainement plus de corridors le long de la mer Noire menant à des cibles stratégiques. L'unité Artan vient tout juste de créer un plan directeur, et il y a de fortes chances que l'Ukraine continue de s'en inspirer pour ses futures frappes. Tout cela est au service de l'objectif ultime de l'Ukraine, le contrôle de la mer Noire. L'Ukraine n'hésite pas du tout à rendre cet objectif public. En mars, The Guardian a interviewé le capitaine de l'un des nombreux patrouilleurs ukrainiens en mer, nommé Oleksandr. Ce capitaine de patrouilleurs a délivré un message simple. Nous sommes ici pour empêcher les Russes de prendre la mer Noire. Bien que les patrouilleurs ne puissent pas accomplir cette tâche en raison de leur manque de puissance de feu, ils permettent tout de même à l'Ukraine de garder les yeux et les oreilles ouverts en mer Noire. Les renseignements qu'ils recueillent soutiennent probablement des opérations comme celle que l'unité Artan vient tout juste de mener. Petit à petit, ces opérations arrachent la mer Noire des griffes de la Russie. Et c'est ce type de travail qui est responsable de ce contrôle croissant. En juin, le Conseil de l'Atlantique a écrit sur la façon dont l'Ukraine avait réussi à détruire 2 avions de guerre russes au-dessus de la mer Noire à l'aide de drones maritimes, ce qui est décrit comme une percée maritime. Ce type de frappe n'aurait pas été possible il y a quelques années. Cependant, les assauts constants de l'Ukraine contre les stations radars et les avant-postes russes en mer Noire permettent à l'Ukraine d'opérer plus librement dans cette voie navigable. C'est du contrôle. Chaque parcelle obtenue par l'Ukraine sert à frapper la Russie plus durement. Ce n'était pas censé se passer comme ça pour Poutine. Lorsqu'il a lancé son invasion, il était convaincu que la redoutable flotte de la mer Noire serait tout ce dont il aurait besoin pour contrôler la mer Noire. Après tout, l'Ukraine ne pouvait aligner que des patrouilleurs et quelques navires de guerre minés.
Rien ne rivalisait avec les navires de Poutine. Mais ce n'était pas nécessaire. À mesure que l'évolution de la guerre par drone de l'Ukraine se poursuivait, et avec la réception de puissants missiles de la part de ses alliés occidentaux, les frappes contre les navires russes ont commencé. Elles ont continué jusqu'à ce qu'un tiers de la flotte de la mer Noire soit détruit, forçant la Russie à retirer le reste. Cela a mis la flotte russe hors de portée des frappes ukrainiennes, affaiblissant davantage sa position en mer Noire. Sans la flotte, l'Ukraine disposait de zones encore plus vastes sur la voie navigable où elle pouvait opérer, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour éliminer de grandes cibles. L'opération de la flèche de Tandrivska aurait-elle même été possible si la flotte de la mer Noire avait fait ce qu'elle était censée faire? Cela semble peu probable, mais cette flotte n'est désormais plus un facteur, et la flèche a fini par être l'une des nombreuses victimes de ce fait. C'est aussi un brillant exemple du fait que l'Ukraine ne se repose pas sur ses lauriers. Elle ne veut pas d'un contrôle partiel de la mer Noire. L'Ukraine veut tout, et chaque frappe réussie la rapproche de cet objectif. Il est aussi difficile d'ignorer ce que la reprise graduelle de territoire par l'Ukraine, comme les plateformes de forage évoquées plus tôt, pourrait impliquer pour la future bataille de la mer Noire. Comme le dit Euromaidan Press, ce raid amphibie des forces spéciales pourrait faire partie de la guerre plus large qui se déroule en mer Noire elle-même, avec les plateformes de forage servant de châteaux de fortune à partir desquels chaque camp peut surveiller la zone électroniquement, perturber les équipements, verrouiller l'espace aérien avec des missiles de défense aérienne, ou lancer des frappes depuis l'Ukraine. Il obtient deux avantages pour le prix d'un avec ces raids. Premièrement, cela neutralise les défenses aériennes russes ou leurs radars de soutien. La flèche de Tandrivska offre un exemple d'un système radar décimé. Mais l'Ukraine a aussi frappé directement les défenses aériennes russes en mer Noire plusieurs fois auparavant. En janvier 2025, le Centre d'analyse des politiques européennes a écrit que les attaques de l'Ukraine contre les défenses aériennes russes déconcertaient les forces de Poutine. Ces attaques avaient rendu possible deux frappes, l'une le 31 décembre et une autre 2 jours plus tard, qui ont abattu 3 hélicoptères russes. Avançons jusqu'au 26 juin. Et l'Ukraine poursuivait toujours ses efforts, puisqu'elle a réussi à détruire un système de défense aérienne S-400 en Crimée. Chaque système de défense aérienne détruit ouvre la voie à davantage d'attaques contre les bases russes en mer Noire. Et cela mène au deuxième avantage. Dans les cas où l'Ukraine peut reprendre ses bases, elle a l'opportunité d'y installer ses propres défenses aériennes. C'est le point que souligne Euromaidan Press. Avec ces défenses aériennes vient encore plus de contrôle, ainsi que la capacité d'empêcher la Russie de lancer des contre-attaques. Il a déjà été souligné que la stratégie de Poutine consiste généralement à miser sur l'avantage numérique de la Russie. Cela peut fonctionner sur terre, mais c'est plus difficile en mer, quand sa flotte de la mer Noire a fui, effrayée, et l'Ukraine surveille tout ce qu'il pourrait essayer de faire. Mais l'objectif, au-delà de l'objectif, est encore plus grand. En ce moment, l'Ukraine veut prendre le contrôle de la mer Noire. Une fois qu'elle aura ce contrôle, elle pourra porter son attention sur une cible encore plus importante. La Crimée, annexée par la Russie en 2014. La Crimée est un territoire que, si l'Ukraine pouvait reprendre, cela représenterait une victoire symbolique majeure. Ce territoire est illégalement contrôlé par la Russie depuis plus d'une décennie, et l'Ukraine n'a pas perdu espoir de pouvoir le reprendre. Elle ne peut pas abandonner. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déjà rejeté toute idée de céder la péninsule à la Russie, déclarant « Il n'y a rien à discuter ici ». Ceci est assez contraire à notre constitution. Les exploits de l'unité Artan sur la flèche de Tandrivka représentent l'une des nombreuses mesures plus intenses que l'Ukraine prend dans sa quête pour reprendre la Crimée. Cette quête est loin d'être impossible. Si vous pensez que l'Ukraine ne pourra pas reprendre la Crimée, vous vous trompez. Découvrez pourquoi dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire pour plus de vidéos couvrant les opérations les plus récentes et les plus audacieuses des forces spéciales ukrainiennes.